Pascal Bonneau du CTCIM. Donc je disais, vous travaillez au CTCIM, au centre, attendez, je l'ai noté là, au Centre technique industriel de la construction métallique, tout simplement. Vous êtes directeur de projet innovation. Et alors, avant de vous écouter sur votre témoignage, deux questions très banales mais absolument nécessaires. C'est quoi le CTCIM et qu'est-ce que vous y faites? Alors c'est la première diapositive qui va apparaître. Voilà. Mais je sais très bien que en fait, dans les centres techniques, on a peu l'habitude de communiquer beaucoup. Encore que au FCBA ou dans le bois ou au CERIB, au béton, on communique déjà un petit peu plus. Le CTICM est plutôt tendance à rester sage, alors qu'il y a un travail exceptionnel qui est fait dans ce centre. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit déroulé relativement simple. J'essaie de fractionner ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, et comme Marc, je pourrais parler 2 heures si je voulais. Donc, je vais vous dire très rapidement en 2 mots ce que c'est que le CTICM. Je vais embrayer tout de suite sur la fabrication de ce matériau et son recyclage, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de matériaux sans parler du recyclage. Dans un troisième temps, c'est ce qui nous réunit aussi un peu ici ce soir, c'est de parler du réemploi. Et je terminerai par une prospective, je dirais 2050. Pourquoi 2050? J'aurais pu dire 2040, 2060, peu importe. Le principal, c'est plutôt de se dire, c'est bien, mais aujourd'hui de construire, mais il faut penser à demain. Nous, à un certain âge, on a consommé la planète. Les jeunes, c'est à eux maintenant de rattraper nos bêtises. Et donc, on va essayer de faire en sorte que ça puisse se faire bien. Et la petite image que j'ai mise là, j'espère que ce sera une image du passé. Et c'est la raison pour laquelle l'intitulé de ma présentation, c'est avec le métal, Paris se construit avec Paris. J'aurais pu dire qu'avec d'autres matériaux, on peut le faire aussi, mais particulièrement bien et particulièrement facilement avec l'acier. Alors le CTICM, rapidement, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, c'est donc un centre technique destiné à travailler sur l'acier. Un centre technique, c'est quelque chose de très particulier, puisque ce n'est pas une société, ce n'est pas une association, c'est un centre technique. Et ce centre technique est reconnu d'utilité publique, comme les autres, et il est subventionné par une taxe fournie par, pour nous, en ce qui nous concerne, les constructeurs métalliques. Mais on a également des ressources extérieures qui sont faites par des contrats commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait globalement dans l'ensemble? Première chose, la raison d'être d'un centre technique, c'est de faire de la recherche, de travailler sur les nouveaux modes de calcul, c'est-à-dire la continuité de ce que faisait Gustave Eiffel, et d'aller encore plus loin, c'est-à-dire comprendre le comportement des structures face à l'incendie, face au sismique, face à tout ce qui peut arriver. Et nous avons également un rôle qui est lié à l'évolution de la réglementation et du contexte normatif. Donc ça, on a même le bureau de la normalisation en construction métallique qui est dans nos bureaux. On a aussi un rôle de dissémination de la connaissance, bien évidemment. C'est bien de faire de la recherche, mais encore faut-il le faire savoir. Et puis notre quatrième action, qui est plus sous forme de contrat, c'est de travailler sur les ingénieries complexes. Vous avez ici quelques exemples de bâtiments sur lesquels nous avons travaillé, parce qu'on arrive un peu en limite des capacités de calcul, et donc il faut des fois travailler sur d'autres types de modélisation, parce que plus ça va, plus les bâtiments sont complexes. On n'étudie pas une ferme, on étudie plein de barres partout. Donc on peut dire merci à ces chers architectes espagnols ou autres qui font des architectures complexes où il n'y a pas 2 barres pareilles, il faut tout calculer. Donc il faut des fois faire des systèmes beaucoup plus compliqués de modèles de calcul. Donc très rapidement, je passe sur le CTICM. Après, on pourra en parler si vous voulez. Et je vais rentrer tout de suite dans la fabrication de l'acier et de son recyclage, histoire de parler de savoir de quoi on parle. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours de physique-chimie, ce n'est pas le but, mais on a besoin de comprendre un peu de ce qu'est l'acier, parce qu'on vous parle de fonte, on vous parle de fer, on vous parle d'acier. C'est quoi la différence et comment tout ça est apparu? Il faut savoir que les Hittites, déjà à l'époque, 2000 ans avant Jésus-Christ, cherchaient déjà à reproduire un phénomène naturel qui était la météorite, parce qu'ils avaient bien compris que la météorite, qui était en fait quasiment du fer pur, avait des propriétés particulières, bien utiles dans le sacré pour faire des bijoux, mais aussi dans les armes.
Et donc, on a essayé de faire la même chose. Et donc, très rapidement, on s'est dit, tiens, comment on pourrait faire une météorite ? Il faut du feu, et puis il faudrait quelque chose qui lui ressemble. Et donc, l'analogie, c'est le minerai de fer par la densité. Le poids du minerai de fer permettait de faire cette assimilation. Et donc, très rapidement, on est arrivé à faire ce qu'on appelait la loupe de fer, c'est-à-dire, on prenait le minerai de fer, on mettait plein de bois dessus, on mettait le feu, et puis on essayait de monter en température pour arriver à obtenir ce matériau. Et après, on passait avec la forge, et on a fait ça jusqu'au Moyen-Âge. La loupe était fabriquée dans un petit four en terre, comme le four à pain. Et puis, on a continué à monter le four, comme ça, jusqu'à la période moderne, qui est celle d'avoir un haut fourneau. Le premier haut fourneau, d'ailleurs, a permis à obtenir de la fonte d'une manière complètement involontaire, puisqu'on cherchait toujours à voir ce minerai de fer et de monter la température. Puis un jour, on est arrivé à 1350 degrés et on a obtenu la fonte sur les pieds. Et alors, l'objectif, c'était qu'est-ce qu'on faisait ? Toujours la même chose, on prend du minerai de fer. Le minerai de fer, on le fait en couche alternée avec du coke. Le coke, c'est du charbon, c'est du carbone presque pur. Et puis on monte en température et on obtient donc la fonte à 1350 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe dans la machine ? C'est pas très compliqué, voilà un peu de chimie. Vous avez à gauche le minerai de fer. Le fer n'existe pas dans la nature, c'est uniquement de l'oxyde de fer, donc c'est du fer mélangé avec de l'oxygène. Donc il faut enlever l'oxygène. Alors comment on fait pour enlever l'oxygène ? Très rapidement, les hommes ont compris que quand on mettait quelque chose qui ressemblait à du carbone, du charbon de bois, eh bien, quand on mettait la petite excitation qui va bien, il y avait un mariage très facile à faire, c'était le carbone avec l'oxygène. Et donc, on arrivait à produire le fameux CO, CO2, dont on voudrait bien éviter aujourd'hui cette production, mais elle est tellement facile à faire. Donc, on obtenait donc non pas le fer, mais la fonte, puisque c'est pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire le fer, lui, il n'a pas envie d'être tout seul, donc si on lui enlève l'oxygène, il récupère ce qui reste, et il a récupéré un peu de carbone. Et cette fonte, ce n'est jamais que du fer carburé à hauteur d'environ 4% de carbone. Alors, le seul problème, c'est que nous, on voulait du fer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a de la fonte maintenant ? On se dit, il faudrait peut-être enlever le carbone maintenant. Mais comment on enlève le carbone ? La même chose, on va remettre de l'oxygène, puis on va exciter tout ça. Et c'est ce qu'ont fait les premiers... les premiers ingénieurs en se disant, on va remettre de l'oxygène. Mais comment on fait pour remettre de l'oxygène ? On a inventé le four à pudeler, qui était en fait un four à réverbère. C'est-à-dire qu'on mettait la fonte liquide dans ce four, on rajoutait des oxydes de métaux, et en remettant de la température, l'oxygène se dégageait des oxydes de métaux, et on brassait la fonte. Et puis le chef brasseur, pas celui qui fait la bière, le chef brasseur se disait, c'est à ce moment-là, c'est bon, on doit avoir du fer. Et on sortait le fer en phase liquide. La Tour Eiffel est en fer pudelé, donc issu de ce procédé. Donc on a pu comme ça produire du fer en grande quantité. Et donc on l'a utilisé. Et là, on est sur c'est du fer liquide là pour l'instant. Alors là, on avait du fer liquide. Aujourd'hui, on le fait plus comme ça. On le fait de cette manière-là, c'est-à-dire avec un four à oxygène, un convertisseur à oxygène. On met la fonte qui arrive dans la grande casserole. La casserole vide fait 110 tonnes et dedans, vous avez 220 tonnes de fonte liquide. On met ça dans le convertisseur que l'on redresse et on va, grâce à une buse, injecter de l'oxygène en quantité nécessaire et suffisante pour obtenir non pas du fer, mais de l'acier. Et qu'est-ce que c'est que l'acier par rapport au fer ? C'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est de la fonte décarburée, mais pas tout à fait. Il reste 0,2%, 0,1%, des fois un peu moins de carbone, ou c'est du fer carburé, si on veut l'appeler de cette manière-là. Et donc là, on a de l'acier liquide directement à la sortie du convertisseur. D'accord, l'acier liquide, mais on n'est pas encore dans le matériau fer dont on parlait. Non, alors c'est vrai que je me suis arrêté à ce moment-là, puisque là, on est arrivé à l'acier. Dans la réalité, bien évidemment, il n'y a pas un acier, mais il y a des aciers. Donc, on va passer cet acier liquide dans un autre récipient qu'on appelle l'affinage, où là, on va régler le taux de carbone pile-poil comme on le veut, et on va rajouter éventuellement d'autres additifs, comme du nickel et du chrome, si on veut avoir un acier inoxydable, ou d'autres particularités, qui vont donner donc la nuance exacte pour une application donnée. On ne fait pas des aciers de carrosserie automobile comme des aciers en aéronautique ou de la construction métallique. Tous ces aciers-là ont bien des propriétés bien particulières. Et il y a une deuxième façon d'obtenir de l'acier, c'est de prendre des ferrailles.
de les mettre dans une casserole, là aussi, très grande, je vous rassure, et puis de plonger des électrodes, et avec quelques mégawatts, on arrive à repasser l'acier en fusion. Cet acier, comme celui à la sortie du convertisseur, est un acier qu'on appelle l'acier sauvage, et donc cet acier, il va falloir après le passer à l'affinage pour lui donner sa nuance exacte. Donc vous voyez, donc en fait, on est dans un système très intéressant dans la mesure où la production de l'acier, soit on passe par la fonte, c'est-à-dire à partir du minerai et donc à partir de la terre, soit on part à partir des ferrailles pour obtenir ces aciers. Les aciers de construction aujourd'hui, les poutrelles de construction, sont toutes issues de la filière recyclage. Donc quand vous mettez une poutrelle, il n'y a pas un gramme qui est pris dans la terre. Donc l'acier est recyclable, mais comme à la différence de certains pots de yaourt, c'est recyclé. Donc ça, c'est quand même le système le plus intéressant. Il faut savoir donc que dans le monde, il y a à peu près 10 tonnes, si mes souvenirs sont bons, qui sont recyclées chaque seconde. Et l'idéal, ce serait d'arriver à 100% de recyclage. On n'en est pas encore là. Alors l'acier, pourquoi l'acier recyclé c'est mieux? Vous avez un petit diagramme ici qui avait été fait sur une étude sur des tôles de carrosserie, où vous avez les deux colonnes de gauche, c'est de l'acier et de l'aluminium en phase de départ, c'est-à-dire la bauxite ou le minerai de fer, et puis après le recyclage, l'aluminium recyclé et l'acier recyclé. Et vous avez en ordonnée, vous avez le nombre de kilos de CO2 produits par kilo de métal produit. Donc on se rend bien compte de l'intérêt tout de suite de produire par le recyclage, et on améliore, donc on divise par 3 à peu près la quantité de CO2 produite. Voilà sur la partie production. Après, j'en parlerai, si vous voulez, d'autres détails, parce que j'ai fait ça de manière un peu synthétique. Alors, on va parler maintenant du réemploi. On a vu qu'on pouvait le recycler, mais est-ce qu'il faut recycler tout de suite ou est-ce qu'on peut le réemployer? Est-ce que le réemploi, c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est quelque chose déjà qui existait? Alors, je vous rassure tout de suite, ça existe depuis très longtemps. Je crois que je me suis trompé sur la date, parce que j'ai marqué ça, c'est la foire à la ferraille du boulevard Richard Lenoir. Je ne crois plus qu'elle existe. Mais quand je regarde les vêtements et les chapeaux, je pense qu'on est plutôt avant la Seconde Guerre mondiale sur cette image. Mais donc il y avait déjà les aciers, le métal d'une manière générale a toujours été récupéré par les hommes, il a toujours été recyclé, en tout cas réutilisé, transformé. On ne l'a jamais jeté proprement dit. C'est plutôt notre ère de la consommation qui nous fait gaspiller quelque chose qui ne l'était pas au préalable. Donc on peut peut-être se poser la question de savoir si on ne peut pas le réemployer davantage. Et alors, si on veut le réemployer, il faut se poser la question de se dire, mais comment je peux le réemployer, moi? Il y en a, là, j'ai un acier là, qui est sur ce que j'ai marqué ici, produit acier manufacturé en service. Voilà, il est dans un bâtiment. Je vais un peu me limiter au bâtiment. Qu'est-ce que je peux faire pour le réemployer? La première des solutions, c'est de dire, je le laisse en place sans modification, mais je ne l'enlève pas. C'est pas rien de dire ça. Parce que dans notre société, on a tendance, quand on veut changer un bâtiment, à dire je baigne tout et terminé. Donc la première chose, déjà, est-ce que je peux le laisser et ne pas y toucher? La deuxième chose, c'est que je peux le laisser en place et je peux le renforcer ou le modifier en fonction des nouveaux usages, de la nouvelle donne. On en parlera un petit peu après, puisque je vais donner quelques exemples quand même, parisiens. On peut le déplacer ailleurs, mais en l'état. Je le prends, je le démonte comme je l'ai monté. Il est venu de l'usine, je l'ai monté. Je peux le démonter, l'emmener ailleurs. Et puis, je peux aussi le déplacer, mais le modifier également. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a quasiment toutes les cas de figure possibles. La caisse à outils est pleine. Il n'y a plus qu'à faire. Et puis, une fois qu'on l'a remis en place dans une nouvelle dimension, rien n'empêche de reproduire l'élément et puis de se dire, tiens, à terme de son usage, est-ce que je ne peux pas encore recommencer et faire ce cycle permanence avant d'aller directement au recyclage. Alors voici un exemple d'un bâtiment qui a été reconditionné sans modification ou très peu. Celles qui ont peut-être pu avoir lieu comme modification, je ne les connais pas, mais il ne doit pas y avoir grand-chose, puisqu'en fait on avait un parapluie et on a gardé le parapluie, on a changé la fonction de parking à bestiaux à la fonction de parking à visiteurs, à espace de scénique en tout cas. Donc, magnifique halle que vous connaissez tous, refaite par Reichen et Robert, si mes souvenirs sont bons, parce que de là, je n'arrive pas à lire, donc je travaille de mémoire. Comme ici d'ailleurs, Reichen et Robert aussi. C'est Reichen et Robert aussi ici.
Alors, en revanche, ici, il y a de la modification. Voici un autre bâtiment, pour moi, qui est très emblématique de ce qu'on peut faire, parce qu'on n'est plus dans les années, on n'est plus au 19e, ni au 20e, on arrive déjà on est au 20e plutôt, et on arrive sur un bâtiment qui a défrayé les chroniques à son époque, qui est la caisse d'allocation familiale, donc la Tour Lopez, qui a failli être démolie. Et puis, heureusement, elle a été sauvée. Et avec une astuce d'Arte Charpentier qui était quand même pas mal, c'est que le bâtiment, en fait, on ne voulait pas le reconsidérer pour une simple et bonne raison, c'est que c'était un IGH. Et que les réglementations incendie et autres faisaient que... IGH, immeuble de grande hauteur. Immeuble de grande hauteur, pardon. Jargon. Et ce n'est pas dans le lexique. Immeuble de grande hauteur, donc en fait, on ne pouvait pas l'utiliser en l'état. Donc la solution proposée par Arte Charpentier, c'était de dire, en fait, je n'utilise pas le dernier étage. Je vais en faire un étage technique. Et dans ce cas-là, ça n'est plus un IGH. Et dans ce cas-là, je peux conserver la structure. Je vous laisse imaginer le nombre de camions pour enlever tout ça, le nombre de COD produits, de gasoil consommé pour enlever et ramener une nouvelle structure. Ne l'oublions pas. Et aujourd'hui, ce bâtiment, il est tout ce qu'il y a de plus exemplaire, avec une double façade ventilée, il est parfait. Et on a gardé la totalité du bâtiment. On a juste perdu les façades de Jean Prouvé, mais il fait moins chaud maintenant avec les doubles façades ventilées. Voici un autre exemple de structure laissée en place, mais avec des modifications. Alors j'aime bien aussi montrer cette image parce que d'aucuns penseront que sur le boulevard des Italiens, il n'y a que des bâtiments en pierre. Ce serait oublier que derrière beaucoup de ces façades en pierre, il y a une structure métallique. Vous avez le chantier juste à droite et les mêmes bâtiments à gauche. Et vous avez un exemple de modification, simplement pour apporter des fonctions supplémentaires, notamment de surcharge de plancher. On avait avant du logement et puis on est passé des surfaces de bureaux. Et donc pour remettre le bâtiment aux normes voulu pour les bâtiments de bureau, il suffit en fait de rajouter du métal. Alors là, vous pouvez lever les yeux. On a un très bel exemple. Alors depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est monter pour voir les pieds de poteau là-haut. Mais vous avez typiquement les consoles ici qui ne sont pas d'époque. Vous avez la voûte qui est d'époque. Et pour reprendre les charges des porte-à-faux, parce que je suppose qu'il y a des porte-à-faux, on reprend les éléments, on passe autour des structures et on va rechercher les petits bracons, donc les petits poteaux qui sont en compression là-bas derrière. Donc on utilise à la fois la structure, mais on ne l'utilise pas nécessairement au-delà de ses capacités. On aurait pu dire, tiens, c'est tout ça qui va récupérer, il aurait fallu que je remette du métal, ça aurait alourdi les cintres, ce qui aurait été un peu dommage. Donc là, on a utilisé d'autres méthodes. Mais donc, pour rajouter des fonctions, il suffit de rajouter du métal. Et il n'y a rien de plus simple que de rajouter du métal. Si vous prenez pourquoi il y a des rivets sur ces structures, c'est parce qu'à l'époque, on savait faire que des tôles qui faisaient peut-être 10 mm d'épaisseur. Et si le calcul montrait qu'il en fallait 3, on mettait 3 feuilles, on mettait des rivets pour le tirer ensemble et on avait les 30 mm. Demain, si je voulais, je pourrais rajouter encore 2, 3, 4, 5 feuilles. Il suffit de rajouter. Et puis de rejustifier le calcul, bien évidemment. Voici un exemple, ça on en a parlé tout à l'heure, mais ce que j'aime bien dans cette image, c'est surtout l'image en bas à gauche, qui montre bien ce que Paris vit quand on enlève des grands bâtiments. Vous voyez un peu tout ça à sortir de Paris. N'oublions pas que Paris, 70% des déchets de Paris sont des déchets de construction. On a du boulot, moi je vous le dis. Voici un autre exemple, donc maintenant sur un bâtiment déplacé ailleurs et avec modification. Celui-là, j'en rêve, celui-là, je l'adore. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement non pas parce que Gustave Eiffel a travaillé avec l'ingénieur de Dion pour faire ce bâtiment, mais parce que c'est le premier portique à 2 articulations. Donc c'est la première vraie charpente métallique pour moi qui a été faite pour l'expo de 1878. Et vous voyez donc la galerie des machines en haut, et vous avez en bas, si je peux vous montrer par là, ici, vous avez, vous avez les galeries qui sont en fait le long ici, puis vous avez d'autres petits bâtiments au milieu. Et quand en 1878 on a fait l'expo universelle, après on a dit allez hop, tout ça maintenant c'est sur le champ de Mars, faut tout enlever. Oui, mais enlever, c'est bien, on peut pas récupérer un peu d'argent, donc on a dit qui en veut, qui voudrait des bâtiments. Les premiers qui ont levé la main pour dire « moi j'en veux », c'est donc en 1879, c'est l'armée de l'air qui était naissante à l'époque.
et qui a dit « Moi, j'ai besoin d'un bâtiment parce que je veux travailler sur les dirigeables. Donc, je vous prends votre bâtiment, mais il va falloir que je le modifie. » Donc, le voilà, récupéré, modifié, donc surélevé. Il a été posé à Meudon. Et de ce bâtiment est sorti le premier dirigeable motorisé de l'histoire de l'aérostation. Et il s'appelait la France. Ça ne s'invente pas. Le bâtiment est toujours debout. Il est en cours de réfection. Il a failli mal finir, mais il est toujours là. Il est à droite. Et pour ceux qui sont cinéphiles, vous l'avez vu dans le film Un long dimanche de fiançailles. Une autre partie de l'expo a été rachetée par Paris. C'est pas la galerie des machines, là, c'est un autre petit pavillon qui a été racheté, d'autres petits pavillons qui ont été rachetés et posés sur les bassins de la Villette pour faire du stockage de grains. Je ne sais pas si c'est à la suite de la prise de la bourse sur le palais, sur la halle au blé. Là, je ne sais pas si c'était pour ça. Enfin, toujours est-il qu'il fallait stocker du grain, donc ils ont racheté les bâtiments. Les bâtiments ont été installés, et puis après c'est devenu obsolète, donc ça a été remodifié encore. Et aujourd'hui, vous pouvez aller sur les bassins de la Villette, et quand vous regarderez le bâtiment, le cinéma MK2, ben vous saurez que vous êtes dans les bâtiments de 1878. Remis bien évidemment au goût du jour. Voici un autre exemple, la ville de Paris qui a racheté une partie de ce bâtiment. Je ne sais pas si à l'origine c'était pour faire à cet endroit-là, boulevard Jean Jaurès, si c'était pour faire déjà un gymnase ou autre chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est un gymnase. Eh ben, tant mieux, voilà des structures déplacées qui n'ont pas été très loin, mais qui sont encore en activité. Et c'est tant mieux. Et puis le petit dernier, qui vaut quand même aussi son petit pesant de cacahuètes, c'est DMC qui a dit « Moi j'ai besoin, DMC, mesdames, vous connaissez les bobines de fil DMC, Dolphus, MIG et compagnie, qui a dit « Mais moi j'ai besoin d'un bâtiment parce que j'ai des machines, des tréfileries, là il faut que j'ai besoin de longueur, donc j'achète un bâtiment. » Et ils l'ont remonté à Belfort. Puis après, il a été racheté par Bull, qui a fait des ordinateurs. Pour les anciens qui connaissent les ordinateurs Bull, ils ont été fabriqués là-dedans. Et puis aujourd'hui, c'est une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire qu'il est encore debout. Malheureusement, ils ont coulé un plancher béton, ce qui n'est pas terrible. Mais en fait, il est quand même debout, quoi. C'est quand même pas mal. Pardon, juste une question, on est en 1880. Comment on transporte un bâtiment de Paris à Belfort ? Alors, effectivement, il y a une technologie qui était concomitante et qui a bien marché, parce que s'il avait fallu faire ça avec des chars à bœufs, ça aurait été un peu long. Mais effectivement, il y avait le train qui était tout neuf. Donc, on se rend compte qu'avec ce type de bâtiment, donc l'industrie, montable, démontable, transportable, en fait, tout suit derrière, y compris le train. Il faut des wagons, on se débrouille, on met des wagons, on va les remonter. Donc, la logique constructive est complètement, comme disait Marc tout à l'heure, c'est complètement différent. On n'a plus rien à voir avec les bâtiments en pierre de l'époque. Alors, un peu de prospective 2050, très rapidement. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les 4 R. Hein, je vais le dire en français, hein, réduire, réutiliser, reproduire et recycler. Les diapositives sont en anglais, vous me pardonnerez, mais elles sont facilement compréhensibles. Donc vous voyez ici en fait une petite roue. La roue, c'est quoi ? C'est le roue de l'économie circulaire, en tout cas des principes et des vertus du circulaire. Vous avez sur la partie bleue la partie justement de réduction. L'objectif, c'est de réduire les nuisances, réduire les prélèvements sur la planète, réduire la consommation d'énergie, réduire la production de CO2. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. La réutilisation, on a vu que dans le métal, déjà, c'était bien avancé, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ce qui est moins développé, c'est plutôt la refabrication, c'est-à-dire reprendre des éléments et les emmener à l'usine pour en faire des nouveaux. Ça commence à se faire, notamment dans l'éolien, où on a des éléments, alors je ne sais plus lesquels, qui sont récupérés, notamment des fûts qui sont récupérés pour refaire des colonnes d'éoliennes. Et puis, bien entendu, le recyclage. Alors, s'il est fait facilement sur les boîtes de conserve, parce que quand ça arrive à la déchetterie avec l'électroaimant, c'est récupéré. Malheureusement, je vous renvoie à la première image de la déconstruction du bâtiment, où on continue à faire de la démolition et pas de la déconstruction. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire. La réduction, il y a un point qui est très intéressant, c'est la réduction notamment de l'acier embarqué, c'est-à-dire que l'acier aujourd'hui, depuis toujours, vu qu'on fait de l'acier, il évolue, et l'objectif, c'est de diminuer l'acier. Donc augmenter les performances de l'acier pour diminuer la quantité d'acier mis en place. Il faut toujours de l'énergie pour produire, donc si on met moins de kilos, forcément, on s'en sortira mieux.
Donc ça, c'est l'objectif. Et cette évolution fait qu'aujourd'hui, depuis pas mal d'années déjà, on a un cycle, en fait, les nuances d'acier qui sont proposées sur les marchés pour toutes les données, hein, pas seulement le bâtiment, mais également le reste. En fait, ces nuances changent, s'améliorent sans cesse, et il y a à peu près 25%, donc un quart des aciers qui n'existaient pas il y a 5 ans. En clair, le rythme, c'est tous les 20 ans. Le fait de réutiliser, alors ce petit diagramme dit quoi? Dit tout simplement que qui peut le plus peut le moins. Vous avez sur l'image de dire quand on a mis des aciers sur un pont gigantesque, eh ben, on peut tourner et le réutiliser pour un pont plus modeste. On le fait déjà un petit peu avec des conteneurs pour faire ou de l'habitat d'urgence ou quelquefois même des résidences universitaires, ça s'est fait. On peut le faire sur du rail de chemin de fer, de TGV, ben, ça peut finir sur d'autres choses, etc. Donc il y a une logique de réutilisation qui est à mettre en place, qui fonctionne un peu, mais qui, à mon avis, est encore à développer largement. Tout ça pour arriver à cette remanufacture, ce produit qui doit être réutilisé. C'est la petite boucle en fait, qui est ici, qui est la plus importante, c'est de se dire, quand j'ai utilisé un produit, est-ce que je ne peux pas le réutiliser en l'état, ou est-ce que je ne peux pas le retransformer et le réutiliser, de telle manière à boucler le maximum de fois ici, avant de repartir au recyclage et donc en production. Ce système est intéressant dans le sens où on se dit, c'est le fait de perdre du métal qui est le plus dramatique, puisque ça veut dire qu'on va reprélever sur la Terre. Voici un petit exemple qui montre bien en fait, les progrès qui ont été faits dans la sidérurgie. C'est d'ailleurs amusant en sidérurgie, comme sidéral, ça vient des étoiles. C'est à cause des Hittites, tout ça, qui récupéraient les météorites. Donc même étymologie du mot. Donc vous avez ici donc la diminution de l'énergie produite sur la courbe bleue et vous avez l'augmentation de la production. La production en ce moment augmente d'une manière énorme, ne serait-ce qu'avec le développement de l'Asie, le développement du Brésil. Et donc on ne peut pas leur demander de ne pas avoir de l'acier à disposition. Sachez qu'un Européen consomme à peu près 350 kg d'acier par an. En Chine, ils en sont à peine à 100. Donc vous mettez les 250 kilos qui manquent multipliés par les 1,5 milliard, vous voyez ce qu'il va falloir sortir. Il est temps d'aller chercher nos déchets. À propos de la consommation d'énergie qu'on voit baisser avec la courbe bleue, j'imagine que la température de fusion n'a pas changé en 50 ans, en 40 ans, en 50 ans, pardon. Alors qu'est-ce qui justifie qu'on puisse consommer moins d'énergie aujourd'hui en produisant le même acier? C'est une bonne question. La première, c'est le développement du recyclage. On est aujourd'hui dans des phases, au niveau mondial, à peu près à 40% d'acier recyclé. Et encore quand même 60% d'acier natif par la filière fonte. Il y a également toutes les problématiques de récupération d'énergie, c'est-à-dire qu'avant, l'énergie, elle partait. Hein. L'eau chaude de refroidissement, elle refroidissait ou elle partait. On peut prendre par exemple comme exemple, au début, il devait falloir à peu près 1000 litres d'eau pour faire une tonne d'acier. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1 litre. Hein. Donc en fait, on travaille tout en circuit fermé. Donc toutes ces économies permettent ce genre de choses, y compris la production même d'acier. Avant, on faisait l'acier. Quand on avait l'acier liquide, on passait par ce qu'on appelait des lingots, c'est-à-dire qu'on bloquait. Là. Puis après, on voulait faire des demi-produits, il fallait les remonter en température pour qu'ils soient malléables et passer dans les laminoirs. Aujourd'hui, on passe directement en phase liquide de l'acierie sur le laminoir et donc on n'a plus besoin de réchauffer. Donc tout ça, ça contribue effectivement à cette baisse. Alors, en revanche, pour la construction, là c'est une image que j'aime bien pour nous tous, puisqu'on est dans le bâtiment. On a une problématique dans le bâtiment, c'est qu'on a des cycles qui sont très longs. Une boîte de conserve, la durée de vie, c'est quoi? C'est 1 mois maximum, voire quelques heures. Ça dépend des matchs. Et en revanche, pour le bâtiment, c'est très long. Donc, si on veut améliorer ou en fait développer l'usage, le réusage, la retransformation des matériaux, il faut qu'on puisse le faire et y réfléchir tout de suite, puisque ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, on le démontrera que dans 30, 40, 50 ans. Donc il y a urgence pour le bâtiment à faire des travaux de recherche, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer sur cette petite image. Si vous partez de la sidérurgie, en fait, c'est ce qu'il faut pour pouvoir avancer plus, il faut qu'on puisse tracer les aciers, donc savoir de quoi on parle. Quand je démonte une poutrelle métallique, c'est quoi?
Quelle est la nuance d'acier là-dedans? Aujourd'hui, je ne sais pas le dire. Donc demain, il va falloir qu'on puisse le faire. Et pour ça, autant en sidérurgie, on sait déjà tout identifier, tout est parfait, il y a une rigueur industrielle, c'est très bien. Mais plus on va avancer dans le mode de production, plus on va perdre de l'information, parce que c'est une fiche papier qui est accrochée à la poutrelle. Je coupe la poutrelle en deux, je n'ai pas fait la photocopie du bout de papier, puis je peux me tromper. Donc il y a énormément de travail encore à faire à ce niveau-là, pour arriver à fluidifier la totalité de l'information jusqu'au moment du démontage, où on aura une partie peut-être qui va partir en recyclage, mais surtout repartir vers la réutilisation. Ce qui veut dire que là, il va falloir aussi construire la filière. Elle existe, mais elle ne le fait pas. Je prends un négociant. Aujourd'hui, un négoce qui vend des poutrelles en acier, il ne vend que des poutrelles neuves. Il faudra peut-être falloir lui dire, peut-être que tu peux avoir un stock de produits recyclés, identifiés. Et ça peut se faire. Il y en a un qui fait déjà ça en région parisienne depuis 30 ans. Le seul problème, c'est comme il n'identifie pas les produits, il déclasse tout. Qui peut le plus, peut le moins. Donc il dit, comme on dit chez nous, c'est du fer à ferrer les ânes. Donc on ne sait pas quelle est la nature. Donc on considère qu'il est mauvais, l'acier. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis donc on compte beaucoup sur la partie BIM, c'est-à-dire en fait sur la capacité à embarquer l'information sur ces matériaux de construction. Mais à mon avis, il y a encore d'autres choses à faire. Ça, c'est une plus longue histoire. Voilà, donc j'espère qu'on aura plutôt ça demain. Merci beaucoup Pascal Bonneau.